Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille du site athénaphrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Poésis Couture et je reçois sa fondatrice, Héloïse. Cette jeune femme a créé en 2023 une marque de patrons de couture pour femmes, imaginée et développée à Paris. Je vous laisse faire connaissance avec celle qui souhaite que l'on réinvente sa garde-robe de rêve cousu main. Alors Héloïse, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nous ? Oui, tout à fait. Alors, je suis Héloïse, créatrice des patrons de couture Poésis. J'ai 32 ans, je suis plutôt originaire de Grenoble et j'ai déménagé pour la fin de mes études et pour le début de ma carrière dans la communication à Paris. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'habite dans la capitale. Et voilà, et comme du coup, tu t'en doutes, je ne viens pas vraiment du monde de la couture initialement. J'ai vraiment plutôt un parcours académique, plutôt traditionnel, puisque j'ai fait des études en communication. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans la communication digitale à Paris. Je suis passée par plein de secteurs assez variés qui m'ont amenée d'abord à travailler dans la gastronomie luxe. Et puis ensuite, je suis partie côté agence dans la production audiovisuelle, donc dans la pub. Et puis après, j'ai travaillé toujours en agence. Et aujourd'hui, je combine à la fois une activité passion, couture, modélisme. Et aussi, je continue en fait à travailler en freelance sur des missions de com. Voilà. Bon, très bien, c'est très riche ton activité entre la com, la couture. Oui, effectivement, j'ai toujours eu un peu ce profil multicasquette puisque j'ai démarré effectivement dans la communication à Paris. Le rythme était assez soutenu puisqu'on était du coup en agence. Pour ceux qui ont déjà côtoyé cet univers, c'est assez intense et c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé la couture à l'âge de 20 ans. Et donc, c'était vraiment mes cadeaux des 20 ans par ma famille. Et donc, je m'y suis mise. Et puis, en fait, progressivement, j'ai un petit peu arrêté par la force des choses puisque j'étais un peu accaparée par mon travail. Et puis, voilà, j'ai redécouvert un petit peu la couture. Il y a de ça, ouais, c'était juste après le Covid, donc 2021. Je pense qu'un peu comme beaucoup de personnes, j'ai redécouvert cette activité par le biais du confinement. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? C'est génial, ça me permet vraiment d'avoir une activité créative. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce côté paradoxal à vouloir vraiment faire une activité manuelle tout en ayant commencé, démarré, continué et terminé des études en communication. Donc, ça a toujours été un peu le paradoxe. Mais finalement, quand je vois aujourd'hui que j'arrive à jongler avec deux activités qui sont finalement un peu complémentaires sur certains aspects, je trouve que ça a finalement du sens, finalement, même si c'est deux choses qui sont distinctes. Et en fait, j'en ai besoin. Ça fait partie aujourd'hui d'un équilibre de vie que j'ai. Par ailleurs, je fais pas mal de yoga aussi. Ça, c'est vrai que je crois que je t'en avais pas forcément parlé en amont, mais c'est aussi une composante qui est très importante pour moi, en fait, d'avoir ce côté, on va dire, plus créatif, manuel, d'avoir le côté plus bien-être, esprit, corps, et puis d'avoir le côté aussi, mes missions en communication qui sont finalement, pour l'instant, mon activité principale pour le moment. Voilà. D'accord, c'est un tout en tout cas. C'est un tout, exactement, ouais. Ça fait vraiment partie de ma personnalité d'avoir un peu ces trois activités assez diverses. Donc, tu as reçu ta première machine à 20 ans. C'était un cadeau spontané de ta famille ou c'est quelque chose que tu avais demandé ? C'est vraiment un cadeau, en fait. J'ai ma tante, la sœur de ma maman, qui s'appelle Solange, qui m'a vraiment, c'est grâce à elle, en fait, que je me suis mis à la couture, puisqu'elle avait, elle avait un énorme atelier avec, voilà, plein de machines, et cetera. Donc je m'étais déjà un petit peu, elle m'avait sensibilisée à la couture, j'avais testé sur ces machines et puis, effectivement, je lui en avais parlé et puis, effectivement, ça s'est fait un peu comme ça. On est allés dans la maison de la couture à Grenoble, qui est très connue, dans le secteur grenoblois, pour aller chercher la première machine. Et voilà, j'ai démarré un peu comme ça, d'abord complètement en autodidacte et puis ensuite, en fait, c'est quand j'ai redécouvert la couture en 2021 que je me suis finalement décidée de me former, puisqu'en fait, j'avais des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes d'avoir fait les choses un peu par moi-même, puisque ensuite, je me suis un peu formée en autodidacte via YouTube, etc. Et il me manquait un petit peu, on va dire, vraiment des bases
technique. Et c'est ce que j'ai cherché quand j'ai décidé de passer mon CAP couture en candidat libre en 2021, justement, grâce à la formation d'artisane. Et est-ce que tu aurais justement des conseils à donner aux personnes qui aimeraient passer ce CAP? Des conseils à donner, eh ben, déjà, ce serait pas forcément nécessaire d'avoir vraiment des bases de couture parce que je trouve, en tout cas, en fait, ça dépend. Si tu passes par une formation, je pense que c'est bien quand même d'avoir un certain cadre. Le passer tout seul, j'ai des connaissances qui l'ont passé seul. Je trouve que c'est assez difficile parce qu'il faut vraiment une autodiscipline. Il faut vraiment avoir le temps de se plonger dans les annales, de faire vraiment énormément voilà, de tests, etc. Les sujets, ils sont disponibles en ligne sur Internet, donc c'est assez facile de s'y les procurer et de tester par soi-même. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même avoir soit prendre des cours particuliers, soit essayer d'investir dans une formation. Ça peut vraiment être bénéfique pour être préparé le jour J. Ensuite, je pense qu'il faut voilà, un petit peu d'autodiscipline et puis arriver à faire rentrer finalement, être sûr d'avoir le temps de le faire dans la semaine parce que ça prend quand même un peu de temps. On revoit vraiment toutes les bases. Donc, s'assurer quand même qu'on a le temps pour le faire, quoi. Alors, tu as dit que tu t'es finalement formée toute seule au départ. Quel souvenir tu gardes de tes premiers projets couture? Est-ce que ta tante t'a accompagnée peut-être? Oui, effectivement, avec elle, j'avais cousu quelques accessoires, mais je me souviens que très rapidement, j'avais vraiment envie de coudre des vêtements et je me souviens d'ailleurs que j'étais partie un peu bille en tête à vouloir me coudre, voilà, une petite blouse, une jupe. Forcément, c'était un petit peu cata au début parce que j'avais vraiment très peu de notions et donc voilà, j'ai vraiment ce souvenir d'avoir voulu démarrer très vite de coudre des vêtements pour moi, quoi. J'ai connu ça. Moi aussi, j'ai commencé. Oui, j'ai fait une trousse et puis un tote bag, mais après, j'ai vite démarré sur les vêtements. Tu vois, je trouve ça génial de démarrer, et même si tu sais qu'en fait, ça va vraiment pas être forcément métable ou autre. Je trouve qu'il y a tellement une satisfaction à créer un premier vêtement qu'en fait, rapidement, tu tombes après dans l'engrenage et finalement, c'est un joli démarrage quand même. Oui, oui, oui. Franchement, en fait, je pense qu'il faut commencer par ce dont on a envie, en fait. Parce que si on n'a pas très envie de faire des accessoires, on sera pas motivé pour coudre, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord, il faut vraiment faire des projets qui te tiennent à cœur. En fait, c'est déjà tellement long de coudre en soi un projet de A à Z, de prendre le temps de le couper, etc., que forcément, il vaut mieux démarrer par des projets qui te plaisent. Alors, tu avais arrêté la couture à cause de ton travail. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre la couture là pendant le confinement? Eh ben, c'est vraiment une histoire d'équilibre professionnel, personnel. Je pense que je ne suis pas la seule peut-être à vivre ça, mais c'est vrai que j'étais vraiment dans un peu un tunnel professionnel où j'avais peu de temps finalement pour vraiment m'occuper la tête autrement. Et donc, du coup, c'est vraiment parti comme ça où je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais vraiment. Non, il y a quand même eu un déclic, c'est que j'avais décidé de faire des sweats pour Noël à ma famille. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dans ce délire. Et en fait, j'y arrivais pas, ça donnait rien, c'était vraiment moche, c'était immétable et ça m'a vraiment gonflée. Et du coup, je me suis dit: «Bon, là, il faudrait vraiment que je reprenne les bases, que je me forme correctement, que je puisse enfin sortir un vêtement qui est bien coupé, ne serait-ce que dans le droit-fil et cetera». Même si ça paraît un peu évident, en réalité, il y a tellement de petites choses que je faisais mal qu'en fait, à la fin, c'était c'était OK, tu vois? Mais il y avait jamais vraiment cette satisfaction de se dire: «OK, ça tombe bien, quoi». Et donc c'est là où je me Mhm. suis dit: «J'aimerais bien quand même tester, une formation couture». Et du coup, j'ai profité, la possibilité pour les personnes qui sont salariées en entreprise privée, d'utiliser le droit à la formation, qui existe toujours. Et donc du coup, j'ai utilisé, cet organisme-là pour financer ma formation couture avec Artisan. Je voulais vraiment quelque chose de professionnel avec des bons avis pour pouvoir me former au mieux. Et du coup, en fait, j'ai choisi de faire, ils ont plusieurs modules. Moi, j'ai choisi de le faire comme je travaillais à plein temps, je l'ai fait de manière, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de manière semi-autonome, c'est-à-dire qu'il y avait un professeur qui quand même regardait ce que je faisais à travers des photos, etc. Mais derrière,
c'est moi qui m'organisais en termes de temps. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une période où ça n'avait pas trop de sens parce que je travaillais beaucoup la journée et en fait, je cousais la nuit jusqu'à 1h du matin. Donc, c'était un peu, voilà, mais en même temps, j'étais tellement motivée de pouvoir le faire qu'en fait, je ne l'ai pas vraiment ressenti comme quelque chose de compliqué à mettre en place dans mon emploi du temps qui était assez chargé. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment faisable pour des personnes qui ont une activité à plein temps. C'est tout à fait faisable de se préparer pour le CAP. Je me rappelle qu'en plus, j'étais un peu just niveau délai puisque j'ai commencé en janvier la formation. Et en fait, voilà, l'examen, il est en juin. Donc, j'avais finalement 6 mois devant moi à peine pour vraiment reprendre les bases. Et ça se fait. Mais voilà. Voilà comment j'en suis revenue. Et en fait, j'étais trop, trop contente finalement de voir que je progressais finalement très vite parce que je trouve qu'en couture, des fois, tu peux avoir des espèces de paliers qui sont assez longs. Des fois, tu stagnes un peu au niveau de ton auto-formation, notamment si tu te formes toute seule. Et c'est vrai que des fois, ça vaut le coup d'investir un petit peu, voilà, soit dans des cours privés. Ça, c'est un peu voilà, ce que je prêche aujourd'hui de mon côté et ce que je peux dire avec de l'expérience, c'est que parfois, c'est bien aussi de soit se former avec quelqu'un qui vraiment s'y connaît, une grand-mère, une tante ou autre, soit de vraiment avoir la possibilité d'investir un petit peu dans des cours privés ou dans une formation plus longue si on a vraiment envie d'être diplômé. Mais voilà, c'est assez satisfaisant de voir que finalement, c'est pas forcément compliqué en soi. Il faut être rigoureuse et voilà, et avoir un peu de discipline. Oui, il faut être investi aussi comme tu l'as été, je pense, surtout pour tenir le rythme. En plus, félicitations si tu as fait ça, tu as débuté en janvier, parce que la formation, elle commence quand même en septembre, je crois. Mais je pense que c'est mieux de faire en septembre, on va pas se mentir. Chapeau en tout cas. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas entre coudre pour toi et créer des patrons pour les autres? Bonne question. En fait, j'avais toujours eu un peu cette idée en tête de créer mes propres modèles. C'est vrai que j'ai démarré la couture avec les patrons de couture anglo-saxons, notamment. Je me rappelle, j'avais commencé avec, je pense que ça doit être les premiers patrons qui sont sortis pour des personnes dont c'est le hobby, notamment Tilly and the Bottom, et après d'autres marques françaises qui ont commencé à arriver sur le marché. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette idée de m'approprier les modèles, donc j'avais ça en tête. Et pour le coup, c'est au moment où j'ai décidé de quitter le salariat que j'ai eu envie, en fait, de créer ma marque de patron, où je me suis dit, en fait, ça pourrait être l'occasion de prendre le temps de développer cette marque. Et en fait, j'ai une de mes amies dans mon réseau qui est modéliste professionnelle. Et donc, en fait, elle m'a aidée à créer les patrons de couture Poésis. Donc, elle travaille vraiment, c'est son métier. Elle travaille comme en tant qu'intérim dans des grandes maisons. Donc, c'était chouette d'avoir son avis parce que je n'avais pas vraiment envie de reprendre une formation de modélisme, etc. C'est quand même assez lourd. Et donc, même si, en fait, par ailleurs, j'ai quand même pris des cours de modélisme, notamment grâce à la mairie de Paris. Ça, c'est un super bon plan pour les personnes qui sont dans la région d'Île-de-France. Il y a la possibilité de se former avec vraiment des professionnels avec un très haut niveau. J'avais une de mes profs qui était modéliste chez Hermès. Donc vraiment, on peut progresser de manière extrêmement rapide. Donc en fait, je me suis finalement formée en même temps que j'ai développé les premiers patrons de couture Poésis. Mais c'est grâce à mon amie Dani, que je remercie chaleureusement sur ce podcast, qui m'a aidé vraiment à pouvoir les sortir réellement, quoi. Du coup, la formation que tu as suivie grâce à la mairie de Paris, c'est vraiment en dehors parce que tu avais parlé de ton droit CPF que tu avais utilisé avant, donc là, c'est en dehors de ça encore. Tout à fait, c'est complètement en dehors de ça. Là, pour le coup, c'est pas très cher par rapport à la qualité et vraiment, je recommande vraiment à toutes celles qui sont en région parisienne. Et je pense que ça doit exister aussi en région, puisqu'il y a peut-être sous la forme de MJC ou autre. Mais en tout cas, peut-être se renseigner, voir s'il y a ce type de formation qui existe. Mais vraiment, les formations sont de très bonne qualité. Et du coup, on peut se former vraiment sur... c'est assez précis, en fait. On peut se former vraiment il y a des niveaux
en gros, qu'on passe avec des examens à la fin. Donc, il y a modélisme niveau 1, il y a gradation, il y a moulage sur un mannequin. Et donc, je les ai tous faits en parallèle des premiers patrons que j'ai lancés, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir vraiment plus que les bases, puisque c'est pas certifiant par contre. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, on n'a pas de diplôme. On peut tout à fait passer d'ailleurs un CAP en modélisme par ailleurs. Mais pour le coup, ça permet vraiment de pouvoir s'approprier les techniques de modélisme avec des professionnels. Et c'est vrai que j'ai continué aussi à m'auto-former à travers à la fois des livres et à travers aussi des formations, notamment d'artisanes. Je ne vais pas mettre de pub pour artisanes. Je précise que je n'ai absolument pas de, comment on dit, C'est pas sponsorisé. pas sponsorisé par la marque, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont un portefeuille de cours qui est très riche et qui permet aussi de se former par soi-même si on n'a pas forcément la chance d'avoir dans sa ville des formations de haute qualité. Bon, c'est bien d'avoir ce genre de retour s'il y a des personnes qui souhaitent se former chez Artesane et qui se posaient la question, ils ont un retour grâce à toi. Merci pour toutes ces infos. Et puis on note pour le bon plan pour tous ceux qui sont à Paris ou en Île-de-France. Je pense que c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Complètement, je recommande. Si Poésie Couture était une histoire, quel mot tu choisirais pour en raconter le début et donner envie d'en savoir plus? Peut-être que je choisirais le mot poésie, puisqu'en fait, étymologiquement, c'est rattaché au nom de ma marque. Et je trouve, enfin, en tout cas, j'ai essayé d'avoir un univers assez poétique. C'était quelque chose qui me plaisait, de développer ça autour de la marque. Et effectivement, le nom de ma marque, Poésis, ça veut dire en fait en grec ancien fabrication, création, et c'est aussi l'origine du mot poésie. Donc, je pense que ça fait sens et c'est peut-être le mot que je choisirais. D'accord. Donc c'est un univers poétique. Oui, poétique, ça, c'est un petit peu pour moi presque dans l'univers du rêve. C'est quelque chose, voilà, un peu féerique ou je sais pas exactement. C'est pas, ouais, c'est dur de vraiment mettre des mots dessus, mais c'est plus, j'aime bien par ailleurs lire de la poésie. Je trouve que c'est, voilà, dans un monde un peu fou des fois, c'est bien de. En tout cas, moi, j'aime bien lire ce genre de recueil et ouais, voilà, s'imprégner vraiment d'un univers que tu façonnes toi-même, que tu crées toi-même selon tes propres envies. Donc, il y a aussi un peu cette dimension, je mets sur mon site de garde-robe rêvée, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est de se dire que tu as la possibilité derrière, à travers des patrons de couture, à travers un morceau de tissu, de vraiment pouvoir explorer ta créativité et de le faire comme tu l'entends, de modifier des patrons, parce que je trouve que c'est aussi génial de pouvoir s'approprier les patrons des créatrices à la fois en termes de, voilà, de mixer des matières, de changer un peu des choses, d'ajouter un col, d'en enlever un. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment ça qui, en tout cas, moi, m'a donné envie de faire de la couture. C'est vraiment m'approprier, faire mon propre style. Et aussi de s'affranchir aujourd'hui de la fast fashion qui fait quand même des dégâts considérables. Je trouve que ça rentre aussi dans ce côté poétique de se dire, OK, je reprends le contrôle un peu là-dessus et je fais ce que j'ai envie, ce qui me plaît à ma manière. D'accord, donc c'est façonner sa garde-robe rêvée. C'est un peu ça. Et du coup, tu proposes quel type de patron? Alors, pour le moment, il y a peu de patrons parce que la marque, elle est assez jeune et du coup, ce n'est pas mon activité principale. Donc, je me concentre plutôt sur voilà, des patrons assez variés pour le moment, mais je dirais qu'ils sont quand même peut-être assez intermédiaires avancés dans les patrons que je propose et j'aimerais bien justement l'année prochaine en 2025 avoir l'occasion de proposer des patrons qui soient un peu plus faciles, qui fassent moins peur peut-être. Donc voilà, je dirais que c'est des patrons, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit des patrons pour le moment qui vont bien ensemble. Notamment, j'ai un petit gilet sans manches que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui peut aller avec la robe portefeuille Live qu'il y a sur mon site, mais également qui peut se porter avec la blouse Ava, qui est une petite blouse un peu bohème avec des petits plis sur les épaules, qui peut se coudre avec col ou sans col.
et puis qui peut aussi aller avec... Non, c'est tout. C'est un patron qui n'est pas encore sorti. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un patron qui n'est pas encore sorti. Enfin, c'est une réédition d'un patron que j'ai déjà sorti au tout début, mais que je suis en train de refaire, qui est un patron de pantalon taille haute avec des plis. Voilà. Mais qui ira d'ailleurs avec le petit gilet sans manches. Du coup, c'est plutôt des patrons niveau intermédiaire pour l'instant que tu proposes. Plutôt intermédiaire, même s'il y a effectivement le petit gilet sans manches et le sweat oversize qui sont vraiment possibles d'être cousus, on va dire, débutantes qui ont envie un peu d'en découdre. Je propose à chaque fois avec les patrons de couture une vidéo pour avoir les étapes. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué quand j'ai démarré la couture par moi-même. Parfois, j'étais bloquée sur des explications. En plus, j'ai démarré avec des patrons en anglais, donc parfois, c'est un peu difficile de vraiment comprendre parce qu'on est vraiment avec un jargon particulier. Et donc, du coup, je trouve que ça peut vraiment aider et débloquer des petites étapes grâce à la vidéo. Ah oui, justement, ouais, tes patrons sont traduits en anglais. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie pour toucher une clientèle internationale? Ou est-ce que c'est parce que toi, tu as débuté avec des patrons anglais, tu t'es dit, j'ai envie de les traduire aussi en anglais? La traduction des patrons, elle a été assez rapidement dans ma tête logique, c'est-à-dire que j'avais envie effectivement de toucher une clientèle un peu plus internationale. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai pas mal de marques de patrons de couture qui m'inspirent, qui sont plutôt dans des pays étrangers, que ce soit en Europe ou américains ou aussi en Australie. Je trouve qu'ils font des choses vraiment chouettes. Donc j'ai pas mal en tête finalement de marques étrangères et j'ai beaucoup cousu avec des marques étrangères aussi. Donc vraiment depuis le début, j'avais envie de pouvoir les traduire. Et finalement, j'aime bien cette étape puisque à chaque fois, je fais du coup des groupes de tests de patrons de couture qui aident énormément, je trouve, les créatrices à pouvoir débloquer des situations en fait sur les patrons qu'on est en train de sortir. Je trouve que c'est vraiment un super moyen, même si on peut bien sûr interroger cette pratique ou autre. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai aussi travaillé avec des testeuses vraiment internationales, on va dire. Et je trouve que les retours sont vraiment intéressants des testeuses internationales parce qu'en fait, alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui pourraient témoigner, mais en fait, elles sont très directes dans leur retour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de prise de pincettes, ou je ne sais pas trop comment on peut expliquer ça, mais en fait, les commentaires sont extrêmement juste, je pense. Et du coup, ça m'a énormément aidé aussi à améliorer certains patrons. Donc, je dis pas du tout que les testeuses françaises ne le font pas, mais je pense qu'elles sont plus dans un espèce d'arrondissement d'angle en disant qu'on veut pas trop, blesser la créatrice ou lui dire, bah en fait, c'est pas top. Alors qu'en fait, à l'international, je pense que les gens ont beaucoup plus l'habitude de peut-être faire des retours très très directs. Donc, c'est vrai que c'est assez déroutant parce que je me suis retrouvée face à des retours. Mais en fait, je pense que c'est très constructif et ça aide finalement à sortir un modèle qui va être bien quoi. Donc c'est cool. Donc en fait, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé aussi animer ce côté groupe de test anglais par ailleurs. Voilà. Oui, ouais, je pense que c'est culturel tout ça parce qu'effectivement en France, on enrobe les choses pour que ce soit pas mal pris. Et qu'est-ce que ta famille pense du fait que tu aies créé Poésie Couture? Effectivement, dans ma famille, au début, il y avait un peu d'incompréhension en mode mais pourquoi je dirais plus famille et amis plutôt, qui comprenaient en fait ma démarche, mais qui étaient un peu en mode mais du coup pourquoi des patrons? Je comprends pas trop, tu fais de la communication et par-dessus le yoga, c'est quoi tout ça en fait? Et en fait, non, et je pense qu'ils sont contents de voir qu'il y a une dimension assez créative que j'aime bien entretenir. Et voilà, et après, comme je te le disais un petit peu en intro, c'est vrai que ces trois pans de ma vie, finalement, sont vraiment un équilibre pour moi. Et donc, si j'arrête de faire de la couture ou si j'arrête de faire du yoga, en fait, ça va s'impacter derrière sur ma vie professionnelle un peu plus traditionnelle, on va dire, dans ma mission de communication. Donc, non, ça a créé un équilibre et je pense qu'ils sont contents de ça. Donc tu travailles encore dans la communication tout en développant Poésie Couture.
comment tu organises tes journées pour avancer sur ces deux fronts? Alors effectivement, c'est presque une question d'organisation puisque je découpe, ma semaine et mensuellement aussi, j'essaye, voilà, d'avoir des objectifs. Il faut savoir qu'en fait, effectivement, j'ai pas vraiment de journée type Poésis Couture puisque je jongle entre plusieurs activités. Mon activité de freelance en tant qu'experte en communication, donc j'accompagne en fait des marques, mais j'accompagne aussi des entrepreneurs femmes que j'ai rencontrées notamment par le biais au tout début d'un programme d'accompagnement d'entrepreneurs femmes à Paris. Et ça, je recommande aussi à toutes les personnes qui ont envie de développer leur marque un jour, n'importe quelle marque, hein, que ce soit dans la création ou pas d'ailleurs. C'est génial aussi de pouvoir intégrer des programmes d'accompagnement avec un peu de mentoring qui permet aussi de rencontrer plein de gens parce que rapidement, quand on travaille seul de chez soi, qu'on soit freelance ou qu'on crée des patrons ou qu'on fasse des créations de couture par ailleurs, c'est bien de pouvoir s'entourer de personnes, même si c'est pas sur les mêmes secteurs. En fait, je me suis rendu compte que en tant qu'entrepreneur, on a rapidement les mêmes problématiques qui surviennent, peu importe le secteur. Et donc, en fait, en intégrant ce programme, j'ai rencontré plein de femmes qui avaient des super projets de vraiment tout horizon, hein. Ça va prof de yoga, mais aussi thérapeute, mais aussi photographe, mais aussi voilà, vraiment de plein de métiers différents. Et du coup, au tout début, j'ai commencé en fait progressivement. Je pensais pas du tout que ça allait devenir aussi une composante de mes nombreuses activités, mais j'accompagne aussi côté communication digitale et côté marketing aussi de la mise en place d'actions pour rendre en fait des produits qui sont géniaux, mais qui ont besoin d'un peu plus de visibilité, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et donc du coup, je dirais qu'effectivement, il n'y a aucune journée qui se ressemble parce que je jongle entre plusieurs activités. Donc c'est juste une question d'organisation. Souvent, en fait, je déroule. Là, par exemple, je me suis fait un peu une trame sur 2025 avec un peu les temps forts à la fois sur Poésis, les temps forts de mon côté sur mes missions com, etc. Et d'essayer en fait de faire une sorte de rétro-planning et de savoir, bah, il y a quand même des moments qui sont privilégiés, des moments forts dans l'année pour sortir des patrons de couture. Ça, c'est indéniable. Et donc, du coup, par rapport à ça, j'essaye de m'organiser pour justement voir comment est-ce que je pourrais me dire que je vais sortir tel patron à ce moment-là, de combien de temps j'ai besoin en amont. Et puis après, bah, peut-être que la différence que j'ai par rapport à d'autres créatrices de couture qui font vraiment tout elles-mêmes, moi, j'ai pas vraiment de problématique dans ma tête. Enfin, en tout cas, je sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais de déléguer finalement certaines choses. Donc, je délègue en partie la création des modèles des patrons. Je délègue aussi la gradation maintenant parce que c'est quelque chose que j'ai testé et que franchement, je n'aime pas trop faire. Donc, je pense que s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas trop faire et sur lesquels on n'est pas forcément meilleur qu'une personne qui est experte dans son secteur, mieux vaut déléguer finalement. Et donc, du coup, bah, c'est voilà, s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir déléguer les choses qui nous prennent du temps et sur lesquelles on n'est pas forcément meilleur que quelqu'un qui est vraiment professionnel sur son secteur. Et puis après, c'est vraiment une question d'organisation et de jonglage d'emploi du temps. Voilà. Et donc en fait, ce qui revient, c'est ce que tu pourrais donner comme conseil peut-être à d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans l'aventure, c'est de bien s'entourer finalement et de pas hésiter à s'entourer de personnes qui sont plus sachantes que soi. Faut pas hésiter. Je trouve que d'ailleurs, il y a beaucoup de discours, alors que ce soit dans je dirais, l'écosystème entrepreneurial, pardon, français au sens global. Il y a beaucoup ce truc de dire je fais tout moi-même, de A à Z. Regardez comme je suis une warrior, j'arrive à être maman, mais aussi je développe mon business, je fais tout moi-même. C'est moi qui empaquette tous les trucs. En fait, il y a un moment donné, tu vois, c'est une question d'équilibre. Et moi, je l'ai perdu, cet équilibre, à un moment donné dans ma vie, tu vois. Quand j'étais salariée, il y a un moment donné où, tu vois, des fois, ce que tu fais, ça n'a plus de sens. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, mais finalement, est-ce que je peux pas déléguer des choses qui vont me prendre de la charge mentale, qui vont me prendre du temps sur des compétences que je pourrais tout à fait déléguer pour que ce soit encore mieux fait. Et du coup, je trouve que faut pas hésiter finalement à demander de l'aide au moment où c'est opportun et de pas se noyer dans un truc, c'est moi qui dois tout faire. Et je crois j'en parle parce que du fait que j'accompagne aussi certaines entrepreneurs, en fait, c'est un discours que j'entends à chaque fois avec des nanas qui sont en mode, il faut absolument que je fasse tout moi-même et c'est moi qui dois le faire, etc. Il y a ce truc que j'ai l'impression en tant que femme, notamment, de vouloir prouver un peu
qu'on sait le faire, qu'on est experte dans notre domaine et qu'on arrive à tout gérer. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas forcément sain. Il y en a qui arrivent très bien à le faire, qui sont ultra organisés et qui sont épanouis là-dedans. Mais si toi-même, en tant que créatrice de n'importe quelle marque, tu sens que voilà, il y a des choses où t'es pas tout à fait satisfaite de ton équilibre pro-perso, il faut pas hésiter à déléguer quand c'est possible de le faire. Bien sûr, ça induit un certain coût, mais des fois, le fait ne serait-ce que de se poser 2 minutes et de se dire, bah oui, effectivement, c'est un coût, mais à côté de ça, moi, je vais y passer X de temps, donc c'est aussi un coût, un temps passé sur une tâche. Parfois, on se rend compte qu'il y a vraiment moyen de déléguer et ça ne nous coûte pas forcément plus cher. Est-ce que quelque part aussi, il vaudrait mieux ça que d'en pâtir sur sa santé mentale ou physique? Tout à fait, d'en pâtir et puis presque d'être dégoûté finalement de ce que tu fais si ça devient plus du tout quelque chose qui t'anime, qui te donne de l'énergie. Je pense qu'il faut lâcher les choses ou essayer de voir autrement comment on peut essayer de s'organiser autrement et de gérer les choses autrement. Toi, Héloïse, tu proposes actuellement que des patrons en format PDF. Est-ce que tu aurais envie un jour de proposer des patrons pochettes? Comment tu vois l'avenir de ces formats-là? Effectivement, c'est vraiment une question que je me pose parce que je trouve que le patron PDF vendu seul aujourd'hui est peut-être un peu perdu de sa valeur perçue, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a effectivement, sans parler effectivement de pas mal de patrons gratuits, ce qui peut être normal parce que ça peut être bien pour certaines débutantes ou pour certaines personnes qui veulent découvrir une marque à travers un premier patron gratuit. Donc ça, c'est tout à fait bien de le mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de plateformes aussi qui ont un peu cassé les prix, notamment des plateformes internationales qui ont proposé des patrons de couture à 2 euros. Donc c'est vrai que je me dis qu'à la place des clientes, j'aurais tendance à me dire pourquoi payer finalement un patron PDF assez cher, c'est quelque chose de dématérialisé. Donc je pense que dans la tête de certaines personnes, c'est pas forcément justifié. Ce qui peut aussi s'entendre quand on connaît pas forcément comment est-ce qu'on crée un patron de couture derrière. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue personnel pour ma marque, je me pose la question effectivement de proposer du papier par la suite parce que c'est derrière un objet, un produit qui est peut-être un peu plus valorisé dans vraiment en termes de valeur perçue. Et pourquoi pas aussi effectivement proposer des box couture, ça se fait beaucoup de pouvoir proposer aussi le package mercerie, tissu, et je trouve que c'est génial aussi pour des personnes notamment qui débutent un peu plus et qui ont moins de notions niveau textile, de vraiment pas vouloir se planter en fait sur les matières premières. Et je trouve que ça peut être aussi génial de proposer ce format-là. Et j'ai aussi l'impression que c'est un format qui revient beaucoup, tout ce qui est box couture, tout ce qui est patron papier. À un moment donné, on revenait beaucoup sur du PDF et j'ai l'impression, peut-être que c'est une intuition un peu comme ça, mais j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à un produit physique, peut-être un peu plus joli esthétiquement et qu'on peut garder, que le PDF qui est dématérialisé en fait et qui peut créer une espèce de dissonance avec les prix qui sont appliqués. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément en tête le processus qui est mis en place pour créer un patron de couture et qui demande effectivement du temps et qui justifie du coup un certain prix, mais qui est peut-être moins compréhensible sur du patron PDF à 100%. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose sincèrement la question sur 2025. Ne pas arrêter le patron PDF parce que je trouve que ça peut être génial pour les personnes qui font plutôt de la projection ou qui ont besoin des calques de taille, etc. et qui veulent juste imprimer leur taille. Mais peut-être que ça peut venir en complément du papier et d'une offre peut-être box. C'est aussi comment dire, la comparaison que tu avais faite quand on avait un peu discuté. Peut-être avoir comme des personnes qui préfèrent avoir un livre entre les mains plutôt que d'avoir une tablette pour lire son roman. Complètement, ça peut tout à fait. Ce qui n'est pas incompatible parce que souvent les personnes qui lisent sur tablette ont aussi du format papier côté livre. Donc en fait, c'est vraiment une question de préférence et de choix à un certain moment donné, quoi. Héloïse, quels sont tes projets pour l'année à venir concernant Poésie Couture ?
couture. Mes prochains projets pour Poésis, ce serait de continuer à proposer des patrons, mais peut-être pas des patrons PDF seuls. J'aimerais bien exploiter la partie un peu plus box couture pour aider notamment des personnes qui seraient peut-être un peu plus débutantes sur la partie textile, et puis d'essayer d'exploiter le papier que je n'exploite pas du tout pour le moment. Et puis j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, essayer de développer, donc toujours un peu en lien avec mes autres passions, mais comme je fais beaucoup de yoga, j'aimerais beaucoup essayer de développer des modèles de leggings et de brassières qui soient très adaptés pour les sportives, et pourquoi pas créer des petites box à travers ça. J'aimerais bien sourcer des matières sympas qui sont pas forcément faciles à trouver, je trouve, avec des tissus stretch qui sont vraiment, parce que pour coudre du legging et tout, il faut du bi-stretch, donc il faut des tissus vraiment spécifiques, et j'aimerais bien trouver des choses bien faites, si possible produits en Europe, pour pouvoir les proposer sous ces formats-là. Et notamment, j'aimerais bien aussi proposer des modèles un peu plus faciles, parce que j'ai plutôt développé des modèles effectivement peut-être un peu plus intermédiaires, même si j'ai 2 patrons qui peuvent tout à fait se coudre en ayant un niveau un peu plus débutant. Mais néanmoins, j'aimerais bien prochainement proposer des modèles plus accessibles. Bon, tu as plein de projets qui ont l'air bien sympas. On a hâte de suivre tout ça. Héloïse, est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté couture? Et bah, continuez de vous éclater en créant des modèles qui vous plaisent, qui soient à la fois confortables, accessibles, et voilà, de monter doucement en progression sur vos projets, et de pas lâcher le morceau. De toute manière, quand on plonge dedans, c'est un peu addictif, donc voilà. Continuez à faire des projets qui vous passionnent. Eh ben, c'est le mot de la fin, les projets qui nous passionnent. Merci Héloïse d'avoir été l'invitée de mon émission Dans la coulisse 2. Je te dis à très vite. Merci beaucoup, Mireille. Pour les actualités et discuter avec Héloïse, ça se passe sur son compte Instagram, poesis.couture. Pour acheter ses patrons, rendez-vous sur poesis-couture.com. Et tous ces tutos couture sont sur YouTube sous le nom de Poésis Couture. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et mettre un commentaire. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Et pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. À tout de suite!